Aussi étrange que soit la nature, tous ces phénomènes peuvent être expliqués. Pourtant, parfois, il existe une explication, mais elle n'est pas du tout logique. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi les pumas dérivent sur des icebergs, comment les baleines se sont retrouvées dans le désert et dans la jungle, où a migré la cigogne avec une lance dans le cou, d'où viennent les pluies d'animaux, et comment les créatures souterraines finissent dans l'estomac des poissons. Imaginez être allé à la pêche et avoir réussi à sortir de l'eau une perche noire. Belle prise! Vous retirez l'hameçon et soudain, vous voyez une taupe qui vous regarde depuis l'intérieur du poisson. Une fichue taupe! Vous réagiriez comment? Le pêcheur Monroe McKinney du Missouri a été tellement choqué qu'il a failli en lâcher son poisson. La taupe bien sûr était morte, mais comment elle avait bien pu se retrouver à l'intérieur de la perche? Au fait, de quelle espèce il s'agissait au juste? Apparemment, c'était une taupe à queue glabre. Elles savent nager, mais c'est pas pour autant que ces taupes se jettent à l'eau dès que possible. Le plus probable est que le pauvre animal avait été chassé par la pluie ou simplement lâché par un gros oiseau. Certains prédateurs attirent les poissons à la surface comme ça. Oui, ils pêchent avec des taupes, et la perche n'a eu qu'à avaler la pauvre taupe. D'ailleurs, la perche n'a même pas eu besoin d'avoir faim pour faire ça. Ce poisson saisit ses proies par réflexe lorsqu'il perçoit un mouvement. La taupe avait-elle une chance de survivre? Seulement jusqu'à ce qu'elle termine à l'intérieur du poisson. En général, à moins que l'on parle d'un parasite, entrer dans le corps d'un autre signifie la mort. Mais ne dites pas ça aux carangues, parce que les jeunes carangues se jettent littéralement dans les méduses. Ça semble assez inhabituel. Peu de créatures peuvent être exposées aux méduses sans risquer leur santé, voire leur vie. Mais ces poissons ne se cachent pas seulement sous l'ombrelle des méduses pour échapper aux prédateurs, ce qui est logique. Qui s'attaquerait à ces créatures? Les carangues peuvent aussi pénétrer à l'intérieur des méduses. Bon, peut-être que ça arrive par accident. Les scientifiques sont pas encore sûrs de la cause de ce phénomène, mais il est parfaitement normal que les poissons utilisent les méduses pour se nourrir, se protéger et se déplacer. Alors, est-ce que ce poisson peut vraiment contrôler une méduse? Allez la méduse, en avant! J'ai dit en avant! En avant, pas en bas! Fichue reconnaissance vocale. Un poisson entouré d'une méduse. C'est quoi la prochaine étape, Steve? Tu vas me dire qu'il existe des serpents à fourrure? Comment ça existe? Après avoir appris que certains dinosaures étaient couverts de plumes, ça ne devrait pas me surprendre. Donc, un serpent à fourrure. Cette créature d'environ 60 cm de long a été découverte dans un marais en Thaïlande et les habitants en ont été stupéfaits. Le serpent nageait dans de l'eau sale et il semblait se sentir bien. Mais comment un reptile peut avoir de la fourrure? Avant que vous ne pensiez à un problème environnemental ou à une mutation génétique, je dois vous apprendre que c'est quelque chose d'assez commun. Vous avez sans doute déjà vu des pierres couvertes de sortes d'algues. C'est la même chose qui s'est produite ici, sauf que c'est arrivé à un serpent au lieu de pierre. Et oui, cette magnifique fourrure verte, c'est simplement des algues. On ne sait pas exactement combien de temps il a fallu au serpent pour se faire pousser une fourrure aussi épaisse, ni si elle le gêne ou si elle tombe lorsque le serpent mue. Les scientifiques n'ont pas encore la réponse. Pour ce qui est des tortues, c'est un peu plus simple. Les algues poussent naturellement sur leur carapace, car les algues ne se soucient pas vraiment de l'endroit où elles poussent, rochers ou tortues. Cependant, cette végétation peut cacher des infections ou des blessures, et une accumulation excessive d'algues peut empêcher la tortue d'absorber les rayons ultraviolets et la chaleur. Oh, sans oublier que même une carapace se renouvelle périodiquement, c'est-à-dire que les anciennes scutelles sont progressivement remplacées par de nouvelles. Si des algues se développent sous les scutelles partiellement délogées, la carapace peut se mettre à pourrir. C'est un peu comme avoir du pu sous l'ongle. Perk. Bref, c'est dégoûtant. Voici comment a été découverte la prochaine chose étrange dont je vais vous parler. En mai 1822, le comte Christian Ludwig von Bottmer a tiré sur une cigogne qui survolait ses terres dans le nord de l'Allemagne. Mais cette chasse des plus ordinaires a littéralement changé le regard que l'humanité portait sur de nombreuses espèces animales. Von Bottmer a découvert que la cigogne avait une lance qui lui traversait le cou. Une simple lance en bois d'environ 1 mètre de long, et permettez-moi de vous le rappeler, c'était au 19e siècle. Si vous n'êtes pas très versé en histoire, je vais vous donner un exemple simple. 3 ans après l'incident de la cigogne, le monde a vu naître la première locomotive à vapeur, tirant le premier train de passagers. Autant dire que dans la plupart des pays, l'époque des lances était révolue. Mais la cigogne tuée par von Bottmer avait bien été transpercée par une lance, bien que ses organes vitaux soient demeurés intacts. Un professeur d'université locale a déterminé que la lance était originaire d'Afrique,
C'est-à-dire qu'un chasseur avait blessé une cigogne qui avait parcouru environ 3000 km avant d'atteindre les terres du comte. 3000 km! Mais cette histoire n'est pas seulement celle d'un oiseau sacrément résistant et de coïncidences incroyables. Grâce à la cigogne, on a enfin compris comment fonctionnent les migrations saisonnières des oiseaux, car les théories précédentes étaient, disons, pas très convaincantes. On pensait que les oiseaux perdaient leurs plumes et passaient l'hiver dans des terriers, ou au fond des étangs, ou qu'ils se transformaient en une autre espèce, ou qu'ils devenaient des arbres. Comment quelqu'un a pu avoir une telle idée? Certains scientifiques du XVIIe siècle ont même suggéré qu'en hiver, les oiseaux s'envolaient vers la Lune. Alors, on peut être reconnaissant envers cette cigogne inconnue. Elle nous a révélé la vérité. Imaginez les folles théories que les scientifiques du passé élaboreraient s'ils découvraient, un puma dérivant quelque part sur un iceberg. C'est pas une idée que j'ai eue à l'instant. En juillet 2021, dans le parc national de Los Glaciares en Argentine, des touristes ont bel et bien vu un puma dériver sur un iceberg. Le félin traversait le lac Argentino, même si ce n'était certainement pas de son plein gré. Le plus probable, c'est que le puma avait grimpé sur l'iceberg pour se reposer à l'écart et que celui-ci s'est mis à dériver. Mais il y a quelques siècles, les scientifiques auraient pensé que les pumas utilisaient régulièrement des icebergs pour se déplacer, et peut-être aussi qu'ils payaient les pingouins. Si, bien sûr, les humains avaient déjà découvert les pingouins à cette époque. Et Steve, en quelle année les explorateurs ont vu des pingouins pour la première fois ? Bon, Steve dit que c'était en 1487-1488 lors d'une expédition au cap de Bonne-Espérance. Imaginez, les gens connaissaient déjà les pingouins, mais ils croyaient pourtant que les oiseaux migraient vers la Lune. L'histoire des sciences est étrange. En fait, il existe des découvertes encore plus inhabituelles, voire carrément hallucinantes. On peut tomber dessus n'importe où, n'importe quand. Que pensez-vous d'une baleine à bosse posée au milieu de la mangrove? J'en reviens pas. Vous pouvez imaginer ce qu'ont ressenti les pêcheurs brésiliens lorsqu'ils ont trouvé cette carcasse de baleine à bosse dans la forêt. Elle se trouvait à plus de 15 mètres du rivage et il y avait des arbres autour. Il faut reconnaître qu'une baleine n'est pas censée se trouver là, mais il y avait une explication logique fort simple. Non, notre baleine n'avait pas décidé de devenir un animal terrestre et en avait fait un peu trop. Apparemment, c'était un baleineau qui s'était perdu en mer et qui était mort pour une raison inconnue. Les marées avaient ramené son cadavre jusqu'au rivage, mais en cette saison, le niveau de l'eau monte de près de 4 mètres 2 fois par jour, inondant les forêts. Habituellement, l'eau apporte toutes sortes d'ordures avec elle, mais cette fois, elle avait apporté une baleine à bosse. Et alors qu'il semble qu'une baleine dans la forêt soit la chose la plus absurde qui puisse arriver sur cette planète, on a trouvé ça. Une baleine dans le désert. À environ 150 km au sud-ouest du Caire se situe Wadi al-Hitan, un site où se trouvent 1500 fossiles d'animaux marins. L'endroit est entouré de dunes de sable où poussent des plantes du désert et vivent des animaux du désert. Au cœur de ce paysage désertique typique, on peut voir des baleines. Un grand nombre de baleines fossilisées qui ont été si bien conservées que l'on peut même étudier le contenu de l'estomac de certaines d'entre elles. Sachez que ces fossiles ont plus de 40 millions d'années. Et c'est justement leur âge qui permet de répondre à la question évidente « Mais que font des baleines dans le désert ?» Quand on regarde une carte du monde à l'époque de l'Éocène, il apparaît clairement que les déserts modernes faisaient autrefois partie de la mer, ou du moins de la côte. À propos, vous vous souvenez que dans une vidéo, j'ai dit que les ancêtres des baleines étaient sortis sur la terre ferme, puis qu'ils avaient changé d'avis et qu'ils étaient retournés dans l'eau. Eh bien, les découvertes faites à Wadi al-Hitan aident les scientifiques à comprendre l'évolution des cétacés, car c'est dans cette région que les anciens animaux sont passés par leurs étapes intermédiaires. Vous savez, pour passer du stade hippopotame avec un museau de crocodile au stade de baleine normale. Je vais être honnête, après les baleines dans le désert, les baleines dans les forêts, les taupes dans les poissons et les pumas sur la glace, il est difficile d'imaginer un endroit plus improbable où trouver un animal. Mais chaque fois que je pense que c'est fini, que la nature ne peut plus me surprendre, elle prouve qu'elle en est capable. Et c'est toujours inattendu. Quelque chose comme une pluie de poissons. En 2014, cette pluie est tombée sur un village du Sri Lanka. Des poissons sont littéralement tombés du ciel en état d'être mangés. Bien que les habitants aient été surpris, ils étaient certainement heureux. Et cette pluie de poissons ne les a peut-être pas tant choqués que ça.
En 2012, le sud du Sri Lanka a connu une pluie de crevettes. Oui, les pluies locales permettent de préparer un bon plat de fruits de mer. Mais comment se fait-il que des animaux se mettent soudain à tomber du ciel, un endroit où ils ne sont pas censés être? Les différentes espèces de poissons volants n'ont rien à voir là-dedans. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a eu des pluies de ce genre, avec pour précipitation des poissons, des araignées, des grenouilles, des crapauds, des vers, des poulpes, des méduses, des coquillages et des étoiles de mer. L'une des théories les plus courantes suggère que les tornades et les trombes d'eau en sont responsables. Le vent aspire les animaux, attention, on parle toujours d'animaux petits et légers, pas comme des vaches, puis il les transporte sur une grande distance, il les laisse tomber. Il y a souvent des orages avant les pluies d'animaux, ce qui confirme la théorie. À propos, un fait curieux, parfois les animaux survivent à la chute, mais seulement s'ils ne sont pas restés en l'air trop longtemps. Leur taille les aide. Quand on est suffisamment petit et léger, même une chute de grande hauteur n'a pas de sérieuses conséquences. Rappelez-vous la capacité des fourmis à survivre à une chute du haut d'un gratte-ciel. Je crois l'avoir mentionné dans une vidéo. Ou pas. Si c'est pas le cas, il faut absolument que je fasse une vidéo à ce sujet. A plus.